Bon retour parmi nous. Nous sommes à nouveau rejoints par Dmitry Polyansky. Il était auparavant le représentant de la Russie auprès des Nations Unies. Il est désormais ambassadeur et représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Félicitations pour ce nouveau poste et merci d'être revenu parmi nous. Merci beaucoup. Je voulais vous interroger au sujet de l'OSCE et du potentiel de sécurité pan-européenne. Car il existe une interview intéressante du président Poutine datant de 2016, il y a environ une décennie maintenant, dans laquelle il disait ce qui suit à propos de la sécurité européenne. Nous avons tout fait de travers. Dès le départ, nous n'avons pas réussi à surmonter la division de l'Europe. Il y a 25 ans, le mur de Berlin est tombé, mais des murs invisibles ont été déplacés vers l'est de l'Europe. Cela a conduit à des malentendus mutuels et à l'attribution de la culpabilité. Ils ont été la cause de chaque crise depuis. Donc encore une fois, cela nous ramène au principal défi que nous avons eu après la guerre froide, à savoir, comment passer d'une politique de bloc à une institution de sécurité pan-européenne commune qui serait, je suppose, fondée sur la sécurité indivisible et contribuerait à atténuer la concurrence en matière de sécurité. Nous disposons bien de l'institution de sécurité pan-européenne inclusive, qu'est l'OSCE, créée après la guerre froide. Étant donné que c'est là que vous travaillez désormais, comment percevez-vous l'OSCE en ce qui concerne sa capacité à combler certaines des divisions qui se sont creusées au fil des années et l'hostilité, surtout à un moment où il semble que nous pourrions marcher vers une guerre majeure? Eh bien, je pense qu'il va sans dire que l'OSCE est aujourd'hui en très mauvais état. Et vous avez déjà énuméré les principales raisons pour lesquelles nous en sommes là. En effet, après la fin de la guerre froide, de grands espoirs reposaient sur l'OSCE pour qu'elle devienne une véritable organisation pan-européenne de sécurité, qui aurait soit intégré l'OTAN, soit remplacé l'OTAN. Mais pour nous, c'est-à-dire du côté soviétique puis russe, au moment des arrangements qui ont conduit à la fin de la guerre froide et à la réunification de l'Allemagne, il était absolument clair qu'après la dissolution du pacte de Varsovie, il n'y avait plus de place en Europe pour l'OTAN sous sa forme existante. Mais ces espoirs ont malheureusement été anéantis par le cours des événements. Et au lieu de se transformer en une entité pan-européenne et d'intégrer la Russie, l'OTAN a cherché à se développer selon sa propre logique. Elle en est venue à la conclusion qu'elle avait besoin d'un ennemi pour justifier son existence. Et cet ennemi, le plus évident, c'était la Russie. C'est ainsi que tout a mal tourné. Quant à l'OSCE, au lieu d'incarner nos espoirs pour ce à quoi le monde d'après la guerre froide devait ressembler, elle est devenue une sorte de médiateur pour les pays à l'est de Vienne, comme si rien de grave ne se produisait à l'ouest de Vienne. Tout cela était, je dirais, plutôt paternaliste et parfois condescendant. Nous avons donc beaucoup critiqué cette organisation. Et pourtant, nous gardions l'espoir que nos relations avec l'OTAN, notre coopération dans le cadre de l'OSCE, nous aideraient encore à bâtir quelque chose fondé sur la sécurité indivisible, à trouver un autre programme que celui de l'élargissement de l'OTAN à d'autres pays. Mais une fois de plus, nous avons été déçus. Nous avons fait plusieurs tentatives très sérieuses, comme vous le savez tous. Je me souviens du discours glaçant de Vladimir Poutine à Munich en 2007, lorsque pour la première fois, je dirais, tout le monde a entendu la position et les préoccupations russes présentées de manière très structurée. Il y a ensuite eu plusieurs autres tentatives, y compris la dernière dans le cadre de la diplomatie que nous avons entreprise à la fin de 2021, lorsque nous avons proposé un projet de traité sur les relations européennes. Mais il n'a pas été pris par l'OTAN ni par les États-Unis à cette époque.
Et cela nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pourquoi l'OSCE, bien qu'elle constitue un cadre très pertinent pour tout dialogue sur la sécurité européenne, n'a pas encore été utilisée à son plein potentiel. C'est encore en quelque sorte une structure en sommeil, je dirais. Ma tâche consiste vraiment à vérifier quel type de dialogue il est possible d'instaurer au sein de l'OSCE. Jusqu'à présent, le constat, je dirais, est très négatif, car l'OSCE est totalement englouti par cette atmosphère toxique, par les positions de bloc de l'OTAN et de l'UPOEL, et tout ce qui est mis sur la table s'accompagne d'une ukrainisation de l'ordre du jour. La Russie est tenue pour responsable de tous les péchés commis sur Terre depuis sa fondation, et ainsi de suite. Ce n'est donc évidemment pas un terrain sérieux, ni un point de départ crédible pour une discussion véritablement constructive sur l'architecture de sécurité européenne. Eh bien, cette critique de l'OSCE, selon laquelle elle serait désormais essentiellement l'ouest de Vienne, surveillant l'est de Vienne, ne correspond pas à la manière dont elle avait été conçue. L'ensemble de l'effort visant à rapprocher l'est et l'ouest de l'Europe a véritablement pris de l'ampleur en 1975 avec les accords d'Helsinki. Cela a jeté les bases de l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide, avec la Charte de Paris pour une nouvelle Europe en 1990. Puis, en 1994, elle a été transformée en une véritable institution, l'OSCE. Elle reposait sur des principes tels que l'absence de ligne de division, l'égalité souveraine et la sécurité indivisible. Elle n'était donc pas censée être un instrument par lequel un camp surveille l'autre. Mais il semble que l'élargissement de l'OTAN ait été l'une des raisons pour lesquelles l'OSCE a perdu une partie de sa pertinence. Cependant, voyez-vous maintenant que l'OTAN, dans une certaine mesure, se fragmente. De toute évidence, il existe des problèmes au sein de l'Europe et aussi entre les États-Unis et l'Europe. De plus en plus ouvertement, on parle désormais de la possibilité d'un éclatement de l'OTAN. Cela ouvre-t-il la voie à des alternatives institutionnelles qui n'impliqueraient pas une politique de bloc? Il est difficile de faire de telles prévisions à ce stade. Il y a beaucoup de données à analyser et des événements très sérieux se produisent actuellement en Europe, au sein de l'OTAN et ailleurs. Il est donc très prématuré de tirer des conclusions sur la direction que cela prendra. Mais en tout cas, je pense que plusieurs choses sont absolument claires en ce moment. L'une d'elles est qu'il n'y aura pas d'architecture de sécurité européenne durable sans la Russie. C'est donc une grave erreur d'essayer de construire quelque chose contre la Russie. Et c'est la même erreur que les pays de l'OTAN commettent depuis de très nombreuses années. Espérons que cette fois, nous parviendrons à voir ce qui pourrait rapprocher nos préoccupations en matière de sécurité et les leurs, et à comprendre ce qui a été mal fait par le passé. Vous avez mentionné que beaucoup de ces éléments figurent déjà dans les documents de l'OSCE, mais malheureusement, il y a eu un certain tri sélectif. Les pays ont essayé de mettre en avant les principes qu'ils souhaitaient souligner et ont négligé ceux qui leur semblaient moins pertinents. Et bien sûr, cela nous a menés nulle part. Les principes existent, les documents existent, mais ils ne fonctionnent pas. Il est donc difficile de spéculer sur la bonne base pour entamer ces manœuvres ou ces exercices, mais il devrait y avoir une formule adéquate à suivre. Jusqu'à présent, personne, à part la Russie, n'en appelle réellement aux autres pour entamer cette discussion sérieuse. Jusqu'à présent, mes collègues, en particulier ceux d'Europe occidentale, sont encore complètement submergés par la question ukrainienne. Et il est très difficile d'engager une conversation sérieuse sur quoi que ce soit d'antérieur, avant, je dirais, 2022.
Pour eux, l'histoire commence là, en février 2022. Si on les écoute, tout cela s'est produit dans le vide. Tout à coup, la Russie aurait simplement décidé d'envahir l'Ukraine, et c'est pourquoi c'est le point de départ de leurs arguments. C'est bien sûr très superficiel pour le dire gentiment, et c'est une impasse pour toute discussion sérieuse sur la sécurité européenne. J'espère donc que de plus en plus de pays comprendront cela, et que cela les incitera à s'engager dans quelque chose de plus constructif, notamment par le biais de la plateforme de l'OSCE. Mais étant donné que le conflit en Ukraine est désormais le principal facteur alimentant les tensions et empêchant toute coopération significative, pensez-vous que l'OSCE pourrait jouer un rôle, soit dans la résolution du conflit, soit dans la mise en place de solutions post-conflit, ou devra-t-elle attendre que tout cela soit derrière nous? C'est ce que j'entends de la part de certains de mes collègues, et ils disent qu'ils ne voient aucune lumière au bout du tunnel en ce qui concerne le rôle que pourrait jouer l'OSCE dans le règlement de la situation en Ukraine. Mais franchement, je pense que c'est plutôt un vœu pieux, car les négociations sérieuses visant à résoudre la crise ukrainienne se déroulent ailleurs, pas sur la plateforme de l'OSCE, et l'OSCE n'y est pas impliqué. Certains pays ont déjà commencé à élaborer des plans de contingence pour un éventuel suivi de ce qu'ils appellent pour l'instant des arrangements hypothétiques après la résolution de la crise ukrainienne. Et bien sûr, c'est beaucoup trop prématuré. Tout d'abord, l'OSCE traîne ici un très lourd passif en ce qui concerne la mission spéciale d'observation qui était censée superviser la mise en œuvre des accords de Minsk. Mais au lieu de faire son travail, c'était une sorte de structure biaisée qui ignorait complètement le fait que l'Ukraine n'avait même pas l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk. Et toutes les critiques étaient dirigées vers les régions du Donbass. Cela a laissé un goût tellement amer que je ne peux vraiment pas imaginer comment nous pourrions tenter de nous engager à nouveau dans cette voie. Je pense que c'est la mauvaise direction à prendre. Je veux dire, pour planifier des efforts significatifs de la part de l'OSCE en matière de surveillance et de résolution post-conflit. Je ne voudrais pas spéculer sur ce à quoi cela pourrait ressembler car je ne suis pas directement impliqué dans les négociations. Mais ce que l'OSCE peut faire, et ce que nous en attendons, c'est d'engager une véritable discussion sur l'architecture de sécurité européenne et d'analyser ce qui a mal tourné, comment y remédier, comment réparer les torts et ne pas répéter les nombreuses erreurs commises avant la crise ukrainienne. Eh bien, c'est souvent déroutant, car de nombreux responsables portent plusieurs casquettes. Par exemple, en 2003, le président néerlandais de l'OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, a envoyé un document à la Russie soutenant que les forces de maintien de la paix en Transnistrie ou en Moldavie devraient être remplacées par des forces de l'OSCE, car il s'agit d'une institution de sécurité inclusive. Cependant, comme l'OSCE ne dispose pas de forces militaires, elle pourrait externaliser cette mission à l'Union européenne, ce qui revenait essentiellement à remplacer les soldats russes par des soldats européens. Et une fois qu'il a quitté ce poste, il est devenu secrétaire général de l'OTAN. Oui, cela a du sens. Il devient très difficile d'avoir une architecture de sécurité pan-européenne claire si celle-ci peut à tout moment se dégrader ou revenir à une logique de bloc. Mais pour cette raison, existe-t-il sur le plan conceptuel un intérêt pour le concept de sécurité indivisible lorsque vous discutez avec vos collègues occidentaux? Je veux dire simplement le principe de base selon lequel la sécurité ne devrait pas être renforcée par une partie au détriment d'une autre.
Ils savent tous que ce principe figure déjà dans les documents de l'OSCE et ils comprennent parfaitement que nous insistions sur cette disposition. C'est l'un des principaux éléments constitutifs, voire l'épine dorsale, de tout cadre que nous pourrions envisager dans l'espace européen, espérons-le, une fois ce conflit terminé. Mais ils donnent ouvertement la priorité à d'autres questions. Ils affirment qu'il existe une liberté de choisir n'importe quel bloc, et nous en venons alors à cette discussion stérile sur ce qui est prioritaire, secondaire, ou sur ce qu'il faut mettre en avant. Cela ne mène à rien, car nous voyons toutes les conséquences de cette approche à courte vue, fondée sur les blocs, en matière de sécurité européenne. Vous avez eu tout à fait raison de le souligner à l'instant. C'est un obstacle majeur, car il n'a jamais été prévu que la Russie se retrouve face à l'OTAN comme interlocuteur, ni que l'OTAN et NATO adoptent des positions en tant que bloc. C'était donc toujours une discussion entre pays individuels, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un grand défi, et nous devons trouver une formule pour concilier nos intérêts et ceux de la sécurité européenne, afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Ce n'est pas une tâche facile. Personne ne dit que l'avenir sera simple. C'est une lutte difficile que nous devrons mener, mais nous avons besoin de l'engagement de l'autre partie. Car si tout se résume à blâmer la Russie pour ce qui s'est passé sur notre continent depuis de nombreuses années, alors bien sûr, c'est voué à l'échec. Ils n'ont pas besoin de la Russie pour ce genre d'exercice. Ils le font régulièrement au sein de l'UE et de l'OTAN, où la Russie n'est pas présente. Alors pourquoi créer une plateforme supplémentaire où nous devrions être totalement soumis à ce type d'agenda? Je n'en vois aucune raison. This is your opportunity. Je comprends qu'il existe des positions communes au sein de l'OTAN et de l'UPower, mais malgré cela, il y a des intérêts très concrets et pragmatiques à éviter un nouveau conflit en Europe. Et vous avez tout à fait raison de dire que la situation est très dangereuse. Nous sommes sur une pente très glissante ou sur une fine couche de glace. Formulez-le comme vous voulez. Mais nous devons agir, penser différemment et parcourir toutes les étapes supplémentaires nécessaires pour atteindre notre objectif, qui est la sécurité pour tous, non seulement pour la Russie, mais pour tout le monde. Ainsi, lorsque les gens discutent de la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine, je demande toujours: qu'en est-il des garanties de sécurité pour la Russie? Qui fournira ces garanties? Et pourquoi pensez-vous que s'il existe des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais pas pour la Russie, cette construction sera durable? Ce n'est pas le cas. Nous devons avoir une vision plus large et trouver une solution à un problème plus global, plutôt que de simplement parler de garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'est une approche à courte vue et elle ne nous mènera nulle part. This is short-sighted and this will not bring us anywhere. Il est préoccupant que l'on parle de sécurité uniquement en termes de dissuasion et de négociation à partir d'une position de force. Idéalement, bien sûr, nous souhaiterions des garanties de sécurité mutuelles. Mais vous avez mentionné cette pente glissante, et je comprends ce que vous voulez dire. Si l'on conçoit la guerre en Ukraine comme l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne, ce que beaucoup avaient prévu dans les années 1990, notamment dans le milieu universitaire, ils disaient qu'une fois la décision prise d'élargir l'OTAN vers l'Est, il n'y aurait plus de point d'arrêt logique avant d'atteindre l'Ukraine, et que ce serait une catastrophe, ce que beaucoup reconnaissaient. Mais nous sommes maintenant sur cette pente glissante, et nous entendons, de la part de divers dirigeants, que la guerre devient une possibilité distincte. Je me demandais comment vous percevez cela. Est-ce simplement de la posture politique lorsque vous entendez ces déclarations de la part du chancelier Merz, de Starmer ou de Macron? Est-ce destiné à un public intérieur? Est-ce pour maintenir l'engagement des États-Unis sur le continent? Ou s'agit-il d'une véritable préparation à la guerre? Car il ne semble pas que ce soit une guerre pour laquelle quiconque est prêt, ni même que quiconque la souhaite réellement.
Vous savez, la frontière entre la posture et la véritable préparation à la guerre est très floue. On peut même ne pas remarquer le moment où l'on franchit le point de non-retour, et c'est très dangereux. Jusqu'à présent, cela ressemble davantage à de la posture pour de nombreux observateurs, et beaucoup de gens exhortent les autres à ne pas prendre cela trop au sérieux, car eh bien, les Européens aiment aussi leurs enfants. Alors pourquoi chercherait-il à rapprocher un conflit militaire avec la Russie? Mais à ce jour, qui sait ce qui se passera demain? La population européenne est clairement zombifiée par ce type de campagne, où la Russie est présentée comme la source de tous les problèmes, le seul ennemi. Contrairement au bon sens, on affirme d'un côté que la Russie est trop faible pour prendre toute l'Ukraine, et de l'autre qu'elle est suffisamment forte pour menacer l'OTAN et préparer une attaque imminente. Je ne vois pas comment ces deux affirmations peuvent coexister. C'est donc surtout, je pense, l'inertie des élites qui était déjà là lorsque ce projet ukrainien anti-russe a été conçu et mis en œuvre. Et pour eux, il est très difficile de renverser la tendance et de considérer la situation sous un autre angle, car c'est la seule grille de lecture qu'ils possèdent. La Russie est l'ennemi, et la Russie est responsable de ce qui se passe. Mais je pense que nous devrions aussi compter sur une partie de l'opinion publique en Europe. Je constate que de nombreuses personnalités éminentes ne partagent pas cette logique, qui nous mènera inévitablement vers un conflit militaire. Beaucoup appellent à faire une pause, à regarder autour de nous et à essayer d'identifier les véritables obstacles, les vrais problèmes que nous avons, afin de rester fidèles à un programme pacifique et constructif, plutôt qu'à une approche où l'on se regarde à travers le viseur. Cela demande du leadership, cela demande du courage, et nous devrions le faire. Jusqu'à présent, encore une fois, les alliés européens dans plusieurs pays continuent de propager cette image de la Russie comme un ennemi, la Russie comme une menace. Et cela trouve un écho dans la société. À un certain moment, si cela continue ainsi pendant plusieurs années, alors tout le monde finira par considérer, vous savez, qu'il va de soi que la Russie est un ennemi, qu'il va de soi que la Russie se prépare à attaquer l'OTAN. Ces stéréotypes sont très vivaces, et il est facile de les implanter dans l'esprit des gens, surtout chez la jeune génération, qui elle-même ne sait pas ce qu'est réellement la guerre. Pour eux, c'est plus comme un jeu vidéo que le véritable fléau de la guerre. C'est donc dangereux, et c'est un jeu sale, je dirais, auquel certains membres des élites se livrent, car ce qui est en jeu, c'est la question de la sécurité européenne. Et ils veulent encore poursuivre cette folie, cette rhétorique irresponsable, qui n'a absolument aucun équivalent du côté russe. Ils ne trouveront jamais aucun de nos politiciens menaçant l'Europe, disant que la Russie veut s'emparer de toute l'Europe, que la Russie veut attaquer ou qu'elle a besoin de plus de territoire. Ce n'est pas vrai, car la Russie dispose déjà de suffisamment de territoire. Il n'a jamais été question de terre. Il s'agit de personnes, des droits humains, des droits des russophones, de la dignité et de l'existence de la Russie en tant que pays. C'est cela qui est en jeu. Pas le territoire, pas quelque chose que nous voudrions prendre aux pays européens. Il n'y a absolument aucune raison, aucun fondement à de telles affirmations. No reason, no basis for such claims. Ma dernière question est de savoir comment vous évaluez la période dans laquelle nous entrons, car il semble que les choses changent rapidement en Ukraine. Si l'on regarde la situation d'un point de vue militaire, économique ou en termes d'infrastructure, quelles que soient les catégories utilisées pour mesurer, il semble que nous nous rapprochions de la fin. Si ce n'est pas le début de la fin, c'est peut-être la fin du début, selon la manière dont on veut le voir.
Mais ce que l'on observe souvent à l'approche de la fin des conflits, c'est la possibilité que la guerre prenne une autre forme. Autrement dit, le camp perdant, qui dans ce cas serait l'OTAN et l'Ukraine, refusant de perdre le combat, deviendrait plus désespéré et dans l'espoir de redresser la situation, pourrait procéder à une forme d'escalade. Pendant ce temps, le camp gagnant, qui serait ici la Russie, prend souvent des mesures beaucoup plus audacieuses. Cela peut relever de l'hubris ou simplement du pragmatisme. Par exemple, si elle contrôle le champ de bataille, pourquoi autoriserait-elle des drones de l'OTAN à survoler la mer Noire pour repérer des cibles en Russie? Ainsi, on peut s'attendre à ce que les deux camps modifient leur comportement en matière de ce que l'on peut définir comme une escalade. Penses-tu que nous nous dirigeons vers un scénario aussi dangereux? Il est difficile de prévoir ou d'analyser la direction que nous prenons, car les guerres modernes sont un mélange de combat et de propagande. C'est une guerre hybride. Je pense que beaucoup de gens en Europe n'ont toujours pas une vision claire de ce qui se passe en Ukraine ou en France. Zelensky et son régime tentent de présenter la situation de manière très déformée. D'un côté, ils affirment réaliser certains progrès sur le champ de bataille, mais il est très difficile de le prouver, et ils ne semblent pas se soucier d'apporter la moindre preuve. Ce ne sont que de simples affirmations. Il doit se donner l'image d'un dirigeant fort, comme s'il maîtrisait tout, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup de gens en Europe ne se rendent tout simplement pas compte que les Ukrainiens ne veulent pas se battre, et que cela ressemble désormais davantage à une armée d'esclaves que Zelensky tente de mobiliser, car personne ne rejoint volontairement l'armée ukrainienne. C'est une conscription forcée. Des gens sont attrapés dans les rues et envoyés dans ce broyeur de chair sans réelle nécessité. Ce que fait actuellement le régime de Zelensky est criminel envers les Ukrainiens. Car si les Ukrainiens pouvaient s'exprimer, je n'ai absolument aucun doute qu'ils soutiendraient la fin de ce conflit. Ils soutiendraient une démarche vers une résolution capable d'assurer une sécurité durable pour l'Europe et pour l'Ukraine elle-même. Mais ce n'est pas le plan du régime de Zelensky et de ses sponsors, car ce qui les préoccupe, c'est de préserver leur pouvoir et d'éviter les élections, d'éviter toute possibilité pour le peuple ukrainien de s'exprimer et de choisir la voie qu'il souhaite réellement. Je continue de croire que cette voie ne sera pas contre la Russie, mais plutôt une voie de bon voisinage avec la Russie. Et cela reste possible, malgré toutes les affirmations de la propagande ukrainienne. Sinon, il est difficile d'expliquer pourquoi 7 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Russie et pourquoi il est si difficile pour les forces ukrainiennes d'évacuer les habitants des régions orientales de l'Ukraine qui ne veulent pas quitter leur foyer et qui n'ont pas peur de l'avancée de l'armée russe. Ils ont davantage peur de l'armée ukrainienne. C'est pourquoi dans ce monde déformé, certaines personnes peuvent tout simplement ne pas avoir la bonne image, la bonne analyse de ce qui se passe. Mais ceux qui connaissent la véritable situation, ceux qui ont réellement leurs propres sources, n'ont absolument aucun doute que la position, la situation du régime de Zelensky est absolument désespérée. Il peut bien sûr prolonger son agonie aux dépens du peuple ukrainien. Mais, qu'il y ait ou non une aide étrangère, que les États-Unis soient avec l'Ukraine ou que l'Ukraine soit sans les États-Unis, ce n'est encore qu'une question de temps. C'est une question de temps, de destruction, de perte humaine. Mais la Russie progresse, et la Russie est en train de mettre en œuvre toutes les tâches, les objectifs de l'opération militaire spéciale. Par des moyens militaires, oui, mais la Russie préférerait le faire par des moyens diplomatiques. Et si cela n'allait pas à l'encontre des intérêts fondamentaux et vitaux
du régime de Zelensky, de ses sbires, ainsi que de l'Europe, du Royaume-Uni et de quelques autres endroits. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, la paix aurait déjà été atteinte. Et encore une fois, si le peuple ukrainien avait eu la possibilité d'exprimer sa position, je n'ai aucun doute que la paix aurait prévalu depuis longtemps. Eh bien, j'espère que vous et vos collègues européens réussirez là-bas à Vienne à faire progresser la compréhension mutuelle, la diplomatie, la sécurité inclusive et la sécurité indivisible. Ce serait l'idéal par rapport à la voie que nous suivons actuellement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en prie. You're welcome.